Bienvenue à Nuit criminelle, où les villages les plus tranquilles cachent leurs secrets les plus sombres. Ce soir, nous nous rendons à St. Mary Mead, un endroit où règnent les rideaux en dentelle, les sourires polis et une lumière obstinée qui brille dans la nuit, dans un mystère connu sous le nom de la lampe de la veuve à minuit. La mort d'un homme semble accidentelle. Le village pousse un soupir de soulagement, mais sous la lueur constante d'une seule lampe. La peur, le contrôle et une obéissance longtemps enfouie commencent à faire surface. Avant de commencer, rappelez-vous ceci. Dans les endroits les plus paisibles, le danger arrive rarement en criant. Il murmure. Alors, tamisez les lumières, installez-vous confortablement et posez-vous la question suivante en écoutant. Lorsque la vérité apparaîtra enfin, viendra-t-elle de l'obscurité ou de la lumière censée nous protéger? Que le mystère commence. La fin de l'après-midi s'étendait doucement sur St. Mary Mead, apportant avec elle ce calme pâle et courtois qui s'installait sur le village lorsque le courrier avait été distribué et que les bouilloires commençaient à murmurer pour se mettre en route. Un vent léger agitait la haie d'if près du presbytère, transportant avec lui le doux parfum des feuilles mortes et quelque chose de sucré et de domestique provenant d'une fenêtre de cuisine. Mademoiselle Marple, s'arrêtant à sa porte avec un panier au bras, observait tout cela avec une approbation silencieuse. Il n'y avait rien, pensait-elle, de plus rassurant qu'un village anglais se comportant exactement comme il se doit. Le cri venait de la maison de la veuve Harrington. Ce n'était pas un cri théâtral, ni une envolée lyrique, mais un cri bref et surpris qui semblait s'être échappé de la poitrine avant d'être brusquement étouffé. Il traversa la ruelle, faisant s'envoler un rouge-gorge et levant la tête de mademoiselle Marple avec une précision alerte. Le cri fut suivi d'une pause, puis d'un claquement sec de porte. Mademoiselle Marple se retourna aussitôt, posant son panier avec un soin délibéré. La maison de la veuve Harrington, Lamp Cottage, se trouvait au détour de la ruelle, ses fenêtres déjà faiblement éclairées, alors que la lumière du jour était loin d'avoir disparu. La veuve, arrivée récemment et d'une politesse scrupuleuse, avait fait une impression plutôt discrète depuis son emménagement, 3 mois plus tôt. Trop discrète, disaient certains. Trop vigilante, murmuraient d'autres. Mademoiselle Marple avait seulement remarqué que Madame Harrington laissait toujours une lampe allumée à la fenêtre de devant, longtemps après que le reste du village se soit couché. La porte d'entrée de Lamp Cottage s'ouvrit à nouveau. Madame Harrington apparut, éclairée par la lumière de la lampe. Elle n'appela pas à l'aide. Au lieu de cela, elle resta immobile, une main appuyée contre le cadre de la porte, le visage pâle et étrangement calme, comme si elle avait déjà surmonté son choc et était passée à autre chose, à quelque chose de plus froid. Mademoiselle Marple traversa la ruelle avec la rapidité tranquille de quelqu'un qui ne souhaite pas alarmer. « Ma chère Madame Harrington, » dit-elle doucement, « allez-vous bien ?» Madame Harrington la regarda, et pendant un instant, ses yeux semblèrent lutter pour reconnaître une présence humaine. Puis elle acquiesça. « Oui, oui, je crois que oui. » Sa voix était calme, mais ses mots semblaient avoir été répétés. « Je crains de m'être fait peur. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent discrètement derrière elle, dans le couloir étroit. La lampe posée sur la table du hall brillait de 1000 feux, sa flamme stable projetant un ovale jaune sur le mur. C'était une belle lampe en laiton ancien, soigneusement polie, avec un abat-jour brodé de roses fanées. « J'ai cru entendre, » commença mademoiselle Marple. « Un bruit, » compléta madame Harrington. « Quelque chose est tombé. » Elle sourit faiblement. « Quelle idiote je suis! C'est ce qui arrive quand on vit seul. » Mademoiselle Marple lui rendit son sourire, mais son regard s'attarda sur la main droite de la veuve.
Elle tremblait légèrement, même si elle s'efforçait de la maintenir immobile. « Vous devriez peut-être vous asseoir, » suggéra mademoiselle Marple. « Le choc peut être très insidieux. » Madame Harrington hésita, puis s'écarta. Mademoiselle Marple entra pour la première fois dans Lump Cottage. La maison était rangée comme chez quelqu'un qui cherche encore à faire ses preuves, peut-être trop rangée, comme si chaque objet avait été disposé dans un but précis plutôt que par habitude. Le salon se trouvait à droite, les rideaux tirés tôt, la lampe à l'intérieur diffusant une lumière chaleureuse. Mademoiselle Marple remarqua que la mèche de la lampe était réglée plus haut que nécessaire, sa lueur presque provocante. « Je préfère quand c'est lumineux, » dit Madame Harrington, suivant son regard. « L'obscurité peut être trompeuse. » « En effet, » dit Mademoiselle Marple doucement. Elle s'assit à l'endroit qui lui était indiqué, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui est tombé ?» Madame Harrington ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea vers la cheminée et redressa une photo qui était déjà parfaitement alignée. « Un livre, » dit-elle enfin, « de l'étagère de la chambre d'amis. » Mademoiselle Marple acquiesça. Les étagères peuvent être traîtresses. « Oui, » acquiesça trop rapidement Madame Harrington. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, bien qu'il n'y ait rien à voir, à part la haie et le faible reflet de son propre visage éclairé par la lampe. « Vous voyez, Mademoiselle Marple, je n'attendais personne. » La phrase oscillait étrangement entre l'affirmation et la défense. « Attendiez-vous quelqu'un » demanda gentiment Mademoiselle Marple. Les épaules de Madame Harrington se raidirent. « Non. » Mademoiselle Marple accepta cette réponse sans commentaire. Le silence s'installa entre elles, rendu plus pesant par le doux sifflement de la lampe. Dehors, des pas se rapprochaient, sans doute ceux, vifs, de Madame Bantry, déjà animée par la curiosité. Madame Harrington se retourna soudainement. « Mademoiselle Marple, avez-vous remarqué la lampe quand vous êtes entrée ?»« Oui, » répondit Mademoiselle Marple. « Elle est très jolie. » Madame Harrington serra les lèvres. « C'était un cadeau. De mon mari. »« Je vois. Il insistait pour qu'elle soit toujours allumée la nuit. »« Toujours. » Elle eut un petit rire étouffé. Il disait que cela empêchait d'oublier les choses. Mademoiselle Marple la regarda alors d'un air sévère, mais Madame Harrington s'était déjà détournée. On frappa à la porte, d'un coup sec et déterminé. D'autres suivirent rapidement. Madame Bantry, essoufflée et impatiente. Le vicaire, anxieux. Plus tard, l'inspecteur Slack, convoqué par téléphone avec la solennité qui s'imposait. Les villageois affluèrent, comme de l'eau, s'engouffrant dans une fissure. Ils trouvèrent le corps dans la chambre d'amis. M. Charles Hensley gisait au pied de la bibliothèque, le crâne fracturé, un bras tordu sous lui, dans une position peu naturelle. Le livre qui était tombé gisait à côté de lui, sans danger apparent, un volume de sermons relié en cuir. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune arme, à part le bord de l'étagère elle-même. L'inspecteur Slack ne perdit pas de temps. « Accident », déclara-t-il d'un ton sec. « L'homme a dû perdre l'équilibre. Il s'est cogné la tête. » Madame Bantry fit claquer sa langue. « Quelle imprudence! Il faut être très prudent près des bibliothèques. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur la lampe dans le couloir. Elle brûlait toujours, imperturbable. Elle remarqua alors ce que personne d'autre ne semblait voir. La fine traînée d'huile le long de la table du couloir, essuyée à la hâte, mais pas tout à fait effacée. Et l'odeur légère et âcre sous le vernis, une odeur qui n'appartenait ni aux vieux livres, ni aux soirées tranquilles. De l'huile à lampe. Madame Harrington l'observait de l'autre côté de la pièce, le visage impassible, les yeux reflétant la lumière de la lampe comme du verre.
Mademoiselle Marple croisa son regard et lui sourit gentiment. « Oui, pensa-t-elle. J'ai déjà vu cela auparavant. » Le sourire de Mademoiselle Marple s'estompa pour laisser place à une expression plus neutre lorsque l'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge avec un sérieux professionnel. C'était un homme corpulent, le visage rouge d'empressement, qui avait tendance à considérer le monde comme une série d'énigmes déjà à moitié résolues par le bon sens. Il se pencha à nouveau sur le corps de M. Hensley, poussant le livre tombé avec un crayon. « C'est malheureux, dit-il, mais assez simple. Aucune lutte, aucun signe de violence, hormis la chute elle-même. Un homme seul dans une pièce, un livre glisse, il tombe avec. Ce sont des choses qui arrivent. » Madame Bantry acquiesça vigoureusement, le soulagement transparaissant sous son excitation. « Oui, oui, c'est bien sûr terrible, mais les accidents arrivent, surtout dans des maisons inconnues. » Mademoiselle Marple inclina poliment la tête. « En effet, dit-elle, mais les maisons inconnues ont leurs habitudes, tout comme les gens. » L'inspecteur Slack lui jeta un regard légèrement irrité, mais sans vouloir se montrer discourtois. « Vous avez remarqué quelque chose, mademoiselle Marple ? » ?»« Oh, rien d'important, » répondit-elle avec désinvolture. « Seulement que l'on a tendance à se déplacer différemment dans un endroit qui ne nous est pas encore familier. » Madame Harrington, debout près de la porte, joignit les mains. « Monsieur Hensley m'aidait. Il avait été très gentil depuis mon arrivée. Il a dit que la chambre d'amis avait besoin d'être aérée. »« Un homme généreux, dit le vicaire. C'est dommage. » L'inspecteur Slack se redressa. « Maintenant, Madame Harrington, vous pourriez peut-être nous dire quand vous avez vu Monsieur Hensley vivant pour la dernière fois. » Madame Harrington prit une inspiration. « Juste avant le thé, il est arrivé à l'improviste. » Elle hésita, puis ajouta « J'ai été surprise. » « Assez surprise pour crier, » demanda Madame Bantry avant de pouvoir se retenir. Une légère rougeur apparut sur les joues de la veuve. « J'ai été surprise par le bruit, pas par l'homme. Le livre est tombé, j'ai pensé... » Elle s'interrompit, serrant les lèvres. « J'ai pensé que quelqu'un était entré par effraction. » « Une crainte raisonnable, » dit l'inspecteur Slack d'un ton vif. « Vivant seul et tout ça. »« Oui, » acquiesça Madame Harrington. « C'est pourquoi je laisse la lampe allumée. » Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent à nouveau sur la table du hall, sur la lueur résolue de la lampe. Elle l'imagina brûler nuit après nuit, l'eau de lumière contre l'obscurité envahissante. Elle savait qu'il y avait des femmes qui craignaient l'obscurité, non pas pour ce qu'elle cachait, mais pour ce qu'elle permettait d'oublier. Le corps fut emporté avec toute la solennité requise. La chambre d'amis semblait soudain plus petite, ses étagères accusatrices dans leur propreté. Les villageois se rassemblèrent dans la ruelle, leurs murmures s'élevant comme des insectes au crépuscule. Madame Bantry s'attarda, sa curiosité insatisfaite. « Quel choc pour vous, ma chère, et si peu de temps après votre deuil. » La bouche de Madame Harrington se crispa de manière presque imperceptible. « Mon mari est décédé il y a 2 ans. »« Vraiment ?» dit Madame Bantry d'un ton enjoué. « Que le temps passe vite. » Mademoiselle Marple observait la scène avec un intérêt discret. Elle avait remarqué que le chagrin ne se mesurait pas au calendrier. L'inspecteur Slack prenait des notes dans son carnet. « Nous rédigerons bien sûr un rapport, bonne et due forme. Il s'agit d'une enquête de routine. Mais je ne vois aucune raison de vous causer davantage de peine ce soir, Madame Harrington. » Elle inclina la tête. « Merci, inspecteur. » Alors que les derniers partaient, Mademoiselle Marple s'arrêta à la porte. « Si vous souhaitez avoir de la compagnie ce soir, » dit-elle doucement, « j'habite juste en face du parc. » Madame Harrington hésita. Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à un appel passa dans ses yeux. Puis cela disparut. « Vous êtes très gentille, mais je m'en sortirai. »
Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, ses pensées évoluant avec une attention délibérée. Les lampadaires s'allumaient désormais dans tout le village, formant des carrés jaunes qui apparaissaient un à un, comme des confidences prudentes. Le village reprenait ses rituels du soir, mais quelque chose de subtil avait changé, comme une horloge légèrement déréglée. À la table du presbytère, on discutait de la mort avec une animation modérée. Chez les Bantry, les spéculations allaient bon train. À la tombée de la nuit, des théories avaient commencé à prendre forme, chacune plus convaincante que la précédente. Mademoiselle Marple, seule avec son tricot, les écoutait toutes intérieurement. On se souvenait que M. Hensley était un peu trop curieux. Il était certes serviable, mais avait tendance à s'immiscer là où il n'était pas strictement invité. Il avait été trésorier du fonds paroissial, conseiller officieux de plusieurs veuves, et possédait une mémoire gênante pour les affaires des autres. Il en savait trop, déclarera plus tard Madame Bantry. Ce genre de personne finit toujours mal. Les aiguilles de Mademoiselle Marple cliquetaient doucement. Elle se souvenait de la fine traînée d'huile sur la table du hall, essuyée à la hâte. Elle se souvenait des paroles de la veuve. Il disait que cela empêchait les choses d'être oubliées. La lampe, pensa-t-elle, ne servait pas seulement à éclairer. Le lendemain matin apporta une certaine clarté. L'inspecteur Slack revint, cette fois accompagné d'un agent, pour poser d'autres questions. Mademoiselle Marple observa depuis son portail, tandis qu'il parlait avec Madame Harrington dans le jardin. Leur conversation semblait courtoise, mais la veuve se tenait raide, les mains crispées sur le bord de son cardigan. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple rendit visite à Madame Harrington. Madame Harrington la reçut dans le salon. La lampe éteinte à présent à la lumière du jour, son abat-jour étrangement terne sans sa lueur. « J'espère que vous me pardonnerez mon intrusion, » dit Mademoiselle Marple. « Mais après une telle nuit... » « C'était un accident, » dit Madame Harrington d'un ton sec. « Bien sûr, » acquiesça Mademoiselle Marple, « les accidents sont tellement convaincants. » La veuve la fixa du regard. « Vous pensez le contraire. » Mademoiselle Marple secoua doucement la tête. « Je pense seulement que les gens ne comprennent pas toujours leur propre action avant bien plus tard. » Madame Harrington s'effondra dans un fauteuil. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être observé, de sentir que le passé pèse sur vos épaules. La voix de Mademoiselle Marple était douce. Au contraire, ma chère. J'ai vu de nombreux cas similaires. On imagine toujours que la lumière tiendra le passé à distance. Madame Harrington rit doucement, sans humour. Mon mari croyait cela. Et était-ce le cas ? Demanda Mademoiselle Marple. La veuve ne répondit pas. Son regard se posa sur la lampe. Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack rendit visite à Mademoiselle Marple. « Vous étiez présente hier soir, dit-il. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ?» Mademoiselle Marple réfléchit. Seulement que M. Hensley n'était pas du genre à trébucher facilement. Slack ricana. « Vous le connaissiez bien ? Assez bien pour savoir qu'il était prudent, méthodique, pas du genre à se pencher trop près d'une étagère instable. » Slack fronça les sourcils et prit note. Mais il n'avait aucun motif pour commettre un crime. Il n'avait pas d'ennemi. Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les motifs ne sont pas toujours évidents, inspecteur. Parfois, ils sont subtils. Il ne semblait pas convaincu. Et vous pensez que quelqu'un a murmuré la mort de M. Hensley. Je pense, dit doucement Mademoiselle Marple, que les lampes sont parfois allumées, non pas pour mieux voir, mais pour distraire. » L'inspecteur Slack partit, sceptique mais pensif. Ce soir-là, alors que l'obscurité s'installait à nouveau sur St. Mary Mead, une seule maison brillait plus que les autres. Lamp Cottage resplendissait obstinément dans la nuit. Mademoiselle Marple observait depuis sa fenêtre. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que la lampe ne servait pas à protéger de l'obscurité, mais à invoquer quelque chose.
L'air matinal à St. Mary Mead était empreint d'une luminosité particulière, comme si le village était déterminé à se rassurer qu'aucun événement vraiment terrible n'avait pu se produire sous ces haies soignées et ces heurtoirs en laiton poli. Mademoiselle Marple, qui partait après le petit déjeuner avec son tricot sous le bras, observait cette détermination avec un scepticisme bienveillant. Elle savait que le soleil n'effaçait pas le malaise, il ne faisait que le réorganiser. Au coin de la rue, près de la poste, Madame Price était déjà engagée dans une conversation animée avec Madame Hartnell, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une attitude de préoccupation complice. Elles saluèrent Mademoiselle Marple avec un soulagement teinté de curiosité. « Quel choc, chère Mademoiselle Marple !» dit Madame Price. « Nous avons à peine dormi. » « En effet, » ajouta Madame Hartnell, « et tellement triste pour Madame Harrington. Pauvre femme, avoir un accident chez soi. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Oui, les accidents peuvent être très pénibles. » Madame Price se pencha vers elle. « Mais on se demande ce que M. Hensley faisait là-bas. Je veux dire, venir sans prévenir. Les hommes sont souvent négligents à cet égard, observa Mademoiselle Marple. Ils oublient que leur présence peut avoir plus d'importance qu'ils ne le pensent. Madame Hartnell pinça les lèvres. Il y avait des rumeurs, vous savez. À propos d'argent. Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. Oh? Monsieur Hensley l'avait aidé à gérer certaines choses, dit Madame Hartnell. Les papiers d'assurance, les comptes. Il était très généreux. Mais la générosité peut parfois devenir compliquée. Mademoiselle Marple acquiesça. Oui, j'ai connu une femme qui avait accepté de l'aide, pour finalement se rendre compte qu'elle avait également accepté une obligation. Madame Price s'illumina. Exactement. Et M. Hensley était toujours si pointilleux. Il aimait que les choses soient bien rangées. Mademoiselle Marple pensa à l'étagère de la chambre d'amis, au livre posé si précisément là où il était tombé. « L'ordre » dit-elle doucement, « est souvent une forme de contrôle. » Les ragots prirent forme tandis qu'elle marchait. Chez le boucher, on suggérait que M. Hensley avait glissé parce que le tapis était mal posé. À la boulangerie, une femme murmura que Mme Harrington était très nerveuse depuis la mort de son mari. Lorsque Mlle Marple arriva au parc, un consensus commençait à se former. Accident tragique, timing malheureux, pas de véritable mystère. Mlle Marple savait que le consensus était la berceuse préférée du village. Elle s'arrêta sur la pelouse où des enfants jouaient sous le regard attentif du monument aux morts. Le nom de M. Hensley y était également gravé, parmi d'autres, respectable, consciencieux, dont on se souvenait en toute sécurité. Elle se demanda quel souvenir l'avait suivi jusqu'à Lamp Cottage. Plus tard dans la matinée, elle rendit visite à Madame Bantry, qui l'accueillit avec un enthousiasme débordant. « Eh bien, ma chère, » dit Madame Bantry en versant le thé. Slack semble satisfait. Un accident, tout simplement. Mais bien sûr, il posera quelques questions pour être sûr. Bien sûr, acquiesça Miss Marple. Madame Bantry baissa la voix. Entre nous, j'ai toujours trouvé M. Hensley plutôt zélé. Il aimait trop se mêler des affaires des autres. Oui, dit Mademoiselle Marple. Ces hommes-là se croient souvent indispensables. Et Madame Harrington, poursuivit Madame Bantry, elle est très discrète. Elle reste très renfermée. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière ces rideaux. Mademoiselle Marple remua son thé. Les gens qui sont surveillés de près apprennent souvent à surveiller à leur tour. Madame Bantry rit doucement. Vous avez vraiment le don de rendre les choses inquiétantes. Je veux simplement dire, dit doucement Mademoiselle Marple, que le silence peut être aussi éloquent que la parole. Dans l'après-midi, l'inspecteur Slack mena son enquête avec une diligence méthodique. Il parla aux voisins, examina à nouveau l'étagère et passa en revue les affaires de M. Hensley.
Mademoiselle Marple apprit par l'épicier que M. Hensley avait récemment modifié son testament, mais personne ne semblait savoir pourquoi. Probablement par souci de bonne gestion, dit l'inspecteur Slack lorsque Mademoiselle Marple lui en fit part. Un homme de son âge. Oui, acquiesça Mademoiselle Marple. Et pourtant, on ne modifie généralement pas ce genre de choses sans raison. Slack balaya cette idée d'un geste de la main. Aucun signe de crime, aucune lutte. La veuve est bouleversée, mais coopérative. Les personnes bouleversées sont souvent coopératives, dit Mademoiselle Marple. C'est plus sûr que d'être interrogé davantage. Slack fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle cache quelque chose? Mademoiselle Marple secoua la tête. Je pense qu'elle a peur. De quoi? Le regard de Mademoiselle Marple se porta vers la ruelle où se trouvait Lamp Cottage. D'être mal représentée, dans les souvenirs. Ce soir-là, Mademoiselle Marple assista à la modeste réunion organisée par le vicaire, un rituel tacite destiné à rassurer les villageois après les troubles. Madame Harrington n'était pas présente. Son absence fut remarquée et interprétée de diverses manières. Chagrin, choc ou réserve. Elle laisse cette lampe allumée toute la nuit, murmura Madame Price. Je suis passé tard, elle brillait comme en plein jour. Oui, dit une autre, presque provocante. Mademoiselle Marple ne dit rien, mais elle imagina la veuve seule dans cette mare de lumière, l'obscurité pesant sur les fenêtres comme une accusation. Alors que la réunion se dispersait, Mademoiselle Marple rentra chez elle, sous un ciel qui s'assombrissait déjà en indigo. Au détour du chemin, elle s'arrêta. Lamp Cottage brillait devant elle, sa fenêtre tel un phare immuable. Elle s'approcha lentement, ne voulant pas déranger, mais en se rapprochant, elle entendit des voix. L'inspecteur Slack se tenait, près du portail, son carnet à la main. Madame Harrington lui faisait face, le dos droit, l'expression maîtrisée. « J'ai répondu à toutes les questions, dit-elle. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » Slack acquiesça. « C'est juste la routine, Madame Harrington. Nous aimons être minutieux. »« La minutie peut être épuisante, » répondit-elle. Mademoiselle Marple s'avança. « Bonsoir, inspecteur. »« Bonsoir, Mademoiselle Marple. Je venais juste de terminer. » Il partit, laissant les deux femmes seules. Madame Harrington regarda Mademoiselle Marple avec un air de soulagement. « Ils pensent tous que c'est fini, » dit-elle doucement. « Vraiment ?» demanda Mademoiselle Marple. « C'est ce qu'ils souhaitent. » La voix de la veuve trembla alors, très légèrement. « Moi aussi. » Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. Le village préfère les fins bien nettes, mais le passé a tendance à les refuser. Madame Harrington jeta un coup d'œil à la lampe. Mon mari croyait en l'ordre, en la lumière. Il disait que le chaos prospère dans l'obscurité. Et craignait-il le chaos? Demanda Mademoiselle Marple. Oui, répondit doucement la veuve. Beaucoup. Mademoiselle Marple acquiesça. Elle pensa à d'autres hommes qu'elle avait connus, sévères, méticuleux, convaincus que la vigilance était une vertu. Des hommes qui confondaient contrôle et attention. Alors qu'elle se retournait pour partir, son regard fut attiré par quelque chose près du seuil. Une petite tache sombre sur la pierre, presque invisible dans la lumière déclinante. De l'huile, peut-être, ou quelque chose de plus sombre. La lampe vacilla légèrement sous l'effet d'une brise. Miss Marple poursuivit son chemin, l'esprit calme et concentré. Les ragots avaient dépris forme. Le village s'était bercé d'illusions, mais elle savait que les lampes étaient dangereuses. Elles ne révélaient que ce qu'elles étaient censées montrer, projetant partout ailleurs des ombres plus profondes. Le lendemain matin se leva avec une clarté qui semblait presque délibérée, comme si St. Mary Mead se présentait pour être inspectée. Miss Marple, debout à sa fenêtre,
regarda le camion de lait passer avec sa ponctualité habituelle. La routine, songea-t-elle, était la meilleure défense du village. Lorsque la vie se déroulait normalement, on pouvait prétendre que la nature humaine en faisait autant. L'inspecteur Slack arriva peu après 11 heures. Miss Marple l'attendait. Il n'avait pas l'air pressé, mais plutôt celui d'un homme qui a trouvé un fil et compte bien le tirer jusqu'à ce que quelque chose d'intéressant apparaisse au bout. Il accepta son offre de thé, s'installa soigneusement dans le fauteuil en face d'elle et s'éclaircit la gorge. « Nous avons fait quelques progrès, » dit-il. Mademoiselle Marple sourit. « C'est encourageant. » Monsieur Hensley n'était pas aussi apprécié de tous que les gens le prétendent, poursuivit Slack. Il s'avère qu'il avait eu un désaccord peu avant sa mort. Oh? Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent pendant une fraction de seconde. Monsieur Albert Reeves, dit Slack, jardinier. Il faisait parfois des petits boulots pour Monsieur Hensley. Il y a eu un différend au sujet du paiement. Mademoiselle Marple acquiesça lentement. Monsieur Reeves est un homme fier. Fier et colérique, dit Slack avec satisfaction. Des témoins l'ont vu quitter Lamp Cottage l'après-midi précédant l'accident. Des voix s'élevaient. Et ont-ils entendu ce qui a été dit? Demanda Miss Marple. De l'argent, répondit Slack. Toujours de l'argent. Hensley a accusé Reeves de travail bâclé. Reeves a accusé Hensley de l'avoir escroqué. Miss Marple reprit son tricot. Un schéma familier. Exactement, dit Slack. Reeves admet qu'il était en colère. Il dit qu'il est allé voir Hensley pour exiger son paiement. Il affirme être parti avant que quoi que ce soit ne se passe. Et vous le croyez? Demanda doucement Mademoiselle Marple. Slack haussa les épaules. Je crois que c'est le genre d'homme à perdre son sang-froid. Une étagère tombe, un homme tombe. Des accidents, murmura Mademoiselle Marple. Slack la regarda d'un air sévère. Vous ne semblez pas convaincu. Je le suis rarement, répondit doucement Mademoiselle Marple, quand les choses s'arrangent si commodément. Slack fronça les sourcils. Les suspects commodes sont souvent les bons. Parfois, admit Mademoiselle Marple, mais ils sont aussi très réconfortants. Slack se leva, manifestement peu intéressé par les distinctions philosophiques. Nous allons reparler à Reeves. En attendant, j'ai pensé que vous aimeriez être informé. Mademoiselle Marple le remercia poliment et le regarda partir, son esprit déjà au-delà de la solution proposée. Albert Reeves vivait à la lisière du village, dans un petit cottage à moitié englouti par son jardin. Mademoiselle Marple le rencontra cet après-midi-là, penché sur un rosier avec un soin méthodique. Il se redressa brusquement lorsqu'il la vit. « Bonjour, Mademoiselle Marple, » dit-il. « Vous venez écouter ma confession ?»« Pas vraiment, » répondit Mademoiselle Marple. « J'admirais vos roses. » Il ricana. Elle se moque sauce bien de qui les cultive. C'est ça le problème. Les gens sont plus exigeants, dit Mademoiselle Marple. Reeves s'essuya les mains sur son pantalon. Je sais ce qu'ils disent, que j'ai perdu mon sang-froid, que je l'ai bousculé. C'est vrai? Demanda simplement Mademoiselle Marple. Non. Sa réponse fut immédiate et catégorique. J'étais en colère. Oui, il aimait rabaisser les hommes. Mais je suis parti, je le jure. Mademoiselle Marple scruta son visage. La tension autour de sa bouche, la rancœur qu'il s'efforçait de contenir. Elle avait déjà vu des hommes comme lui, dangereux dans leur fanfaronnade, mais rarement subtils. « Vous êtes entré dans Lamp Cottage ?» demanda-t-elle. « Oui. » Il m'a fait rester debout dans le hall. La lampe brillait comme un interrogatoire. Reeves secoua la tête. Cette lampe, elle rendait tout plus dur qu'il ne l'était. Mademoiselle Marple sentit un petit pincement au cœur. Qu'a-t-il dit? Qu'il réglerait ses comptes plus tard, que je devrais lui être reconnaissant pour ses conseils. Reeves serra les mâchoires.
Je lui ai dit ce qu'il pouvait faire de ses conseils. « Et Madame Harrington » demanda mademoiselle Marple. Elle n'était pas là, ou si elle était là, elle ne s'est pas montrée. Mademoiselle Marple acquiesça. Elle le remercia et continua son chemin, les idées claires. À la boutique du village, la théorie avait déjà fait son chemin. Reeves a toujours eu un complexe d'infériorité, dit Madame Price, et ses ouvriers peuvent être si brutaux. Oui, acquiesça Madame Hartnell. Et M. Hensley était assez âgé. Une simple poussée aurait suffi. Mademoiselle Marple écouta sans dire grand-chose. Elle remarqua à quel point il était facile d'attribuer la responsabilité à celui qui causerait le moins de perturbations. Un jardinier pouvait être renvoyé. Une veuve perturbait l'équilibre du village. Ce soir-là, l'inspecteur Slack rendit visite à Madame Harrington. Mademoiselle Marple observa discrètement depuis l'autre côté de la ruelle, tandis que le policier la suivait, son carnet à la main. L'entretien dura plus longtemps que d'habitude. Lorsque Slack ressortit, son visage affichait une satisfaction sinistre. « Il était là », déclara Slack plus tard, lorsque mademoiselle Marple le rencontra à la porte. Reeves l'admet. Le mobile est établi. L'affaire prend forme. « Et Madame Harrington » demanda mademoiselle Marple. « Elle confirme la dispute », répondit Slack. « Elle dit avoir entendu des voix s'élever depuis le salon. Elle était à l'étage. » Mademoiselle Marple ressentit un frisson familier. Elle n'a pas vu M. Reeves partir? Non. Elle a supposé qu'il était parti. Slack marqua une pause. « Vous pensez qu'elle aurait dû le voir ?»« Je pense, » dit prudemment mademoiselle Marple, « qu'on n'oublie pas ce genre de détails quand on a peur. » Slack fronça les sourcils. « Vous suggérez qu'elle ment ?»« Je suggère qu'elle est sélective, » répondit mademoiselle Marple. « Il y a une différence. » Slack secoua la tête. « Vous voyez trop loin dans les choses, mademoiselle Marple. » Elle sourit doucement. C'est ce qui rend les choses visibles. Le lendemain, Albert Reeves fut emmené pour un interrogatoire complémentaire. Le village réagit avec un soulagement enthousiaste. Madame Bantry déclara que tout cela était très triste, mais rassurant. Le vicaire parla de justice et de conclusion. En passant devant Lamp Cottage ce soir-là, mademoiselle Marple remarqua que la lampe brillait plus fort que jamais. Sa lumière se répandait sur le chemin, illuminant chaque caillou, chaque imperfection. Elle s'arrêta. La veuve se tenait à l'intérieur, observant derrière le rideau. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Madame Harrington n'avait pas l'air soulagée. Elle semblait acculée. Mademoiselle Marple se détourna lentement. Les suspects commodes, songea-t-elle, étaient souvent proposés par ceux qui en avaient le plus besoin. Et les lampes, lorsqu'elles étaient trop puissantes, pouvaient aveugler aussi facilement qu'elles éclairaient. Mademoiselle Marple se réveilla exceptionnellement tôt, l'esprit déjà alerte, comme s'il avait été discrètement réveillé avant que le reste de son corps n'accepte de le suivre. Dehors, le village était enveloppé dans cette heure pâle et hésitante, avant que la certitude ne revienne sur le jour. Elle resta immobile un moment, écoutant le tintement lointain d'une bouteille de lait et le chant étouffé d'un oiseau, et pensa, de manière tout à fait inattendue, à une femme qu'elle avait connue autrefois à Much Benham, une femme qui insistait pour polir sa poignée de porte tous les soirs, longtemps après qu'elle ait été propre. Ce n'était jamais la poignée qui importait. En milieu de matinée, le village avait retrouvé le rythme réconfortant de la résolution. Albert Reeves restait le sujet tacite de toutes les conversations. Même ceux qui protestaient de son innocence le faisaient avec une légère indulgence, comme s'il défendait un enfant dont l'erreur était regrettable mais sans surprise. Mademoiselle Marple se dirigea avec une désinvolture délibérée vers Lamp Cottage. Madame Harrington ouvrit immédiatement la porte, comme si elle attendait derrière.
Son visage était calme, sa voix polie. « Mademoiselle Marple, c'est gentil de votre part de passer. »« Je passais par là, » dit Mademoiselle Marple, « et je me demandais comment vous alliez aujourd'hui. » Madame Harrington hésita, puis s'écarta. « Entrez, je vous en prie. » Le salon semblait inchangé, mais Mademoiselle Marple sentit une subtile tension, comme si la pièce était maintenue avec trop de soin en ordre. La lampe était posée sur la table du hall, éteinte en plein jour, son laiton reflétant faiblement la lumière de la fenêtre. « Ils disent que c'était M. Reeves, » dit brusquement Madame Harrington, « l'inspecteur. »« C'est ce que j'ai compris, » répondit Mademoiselle Marple en s'asseyant. La veuve croisa et décroisa les mains sur ses genoux. « Je suis soulagée. »« Vraiment ?» Mademoiselle Marple la regarda fixement. « Le soulagement peut être compliqué. » Madame Harrington esquissa un sourire. « Je suppose que vous pensez que je devrais me sentir coupable. »« Je pense, » dit doucement Mademoiselle Marple, « qu'on ressent beaucoup de choses à la fois et qu'on a honte de la plupart d'entre elles. » Le sang-froid de Madame Harrington vacilla. « Vous n'avez aucune preuve. »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Je n'ai que des impressions. Et de l'expérience. » La veuve se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Mon mari pensait que les impressions étaient dangereuses. Il aimait les faits. »« Oui, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Les hommes comme votre mari ont souvent cette tendance. » Madame Harrington se retourna. « Vous ne l'avez jamais rencontré ?»« Non, » répondit Mademoiselle Marple. « Mais j'ai déjà rencontré des hommes comme lui. » Un silence s'installa, lourd mais pas hostile. « J'ai remarqué quelque chose, » poursuivit Mademoiselle Marple, comme si elle parlait de la météo. « L'huile sur votre table d'entrée. » Les épaules de Madame Harrington se raidirent. « Ce n'était rien, je renverse des choses. »« Bien sûr, » dit Mademoiselle Marple. « Mais vous l'avez essuyé à la hâte, assez pour enlever la brillance, pas assez pour enlever la trace. » La voix de Madame Harrington se fit plus aiguë. « Que suggérez-vous ?»« Que quelque chose d'insignifiant avait de l'importance, » répondit Mademoiselle Marple. « Et que vous pensiez que cela n'aurait pas dû être le cas. » La veuve rit d'un rire cristallin. « Vous faites une montagne d'une miette. »« Les miettes, » dit Mademoiselle Marple d'un air pensif, « permettent de découvrir qui a mangé et où. » Madame Harrington se détourna, son reflet vacillant faiblement dans le verre de l'abat-jour. « Ils vont l'arrêter, vous savez, Albert Reeves. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple, « c'est ce qui est prévu. »« Et alors, ce sera fini. » Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. Elle se leva et se dirigea lentement vers la table du hall. « Puis-je » demanda-t-elle en désignant la lampe. Madame Harrington acquiesça d'un signe de tête raide. Mademoiselle Marple toucha légèrement la base, comme si elle saluait une vieille connaissance. « Une belle pièce, à l'ancienne. On règle la mèche à partir d'ici. »« Oui. Et il faut faire attention à ne pas trop la tourner, » continua Mademoiselle Marple. « Trop d'huile et la flamme devient instable. » Madame Harrington retint légèrement son souffle. « Savez-vous, » poursuivit Mademoiselle Marple, « combien d'accidents se produisent au moment où l'on règle la lampe? Quand on est déjà inquiet, déjà préoccupé par autre chose. » Madame Harrington répondit d'un ton sec. « Il est tombé. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple, « il est tombé. » La veuve serra les poings. « Il m'a fait peur. » Mademoiselle Marple acquiesça. « C'est compréhensible. »« Il est venu me dire quoi faire, » dit soudain Madame Harrington. « Comment organiser ma vie? Comment me comporter? Il a dit que mon mari l'aurait voulu ainsi. » Mademoiselle Marple sentit son cœur se serrer, comme souvent. Les hommes comme lui parlent souvent au nom des morts. « Je ne lui ai pas demandé de venir, » continua Madame Harrington, la voix plus forte. « Il a insisté. Il a dit qu'il ne fallait pas ignorer le passé. » Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Et vous l'avez cru? »« Je l'ai cru pendant des années.
dit la veuve avec amertume. Mon mari, toujours en train de surveiller, toujours en train de corriger, même après sa mort, j'avais l'impression qu'il était toujours là. La lampe, dit mademoiselle Marple doucement. Oui. Les yeux de madame Harrington brillèrent. La lampe était son idée, pour que nous puissions voir clairement, disait-il, pour que rien ne soit caché. Mademoiselle Marple acquiesça. La lumière peut être une forme de contrôle. Madame Harrington rit doucement, un son teinté de désespoir. Vous comprenez trop bien. Comprendre, dit mademoiselle Marple, n'implique pas l'approbation. Le silence s'installa à nouveau. Mademoiselle Marple se retourna vers sa chaise. Je pense, dit-elle enfin, que M. Reeves est une réponse commode. Madame Harrington redressa brusquement la tête. Vous pensez qu'il n'a pas... Je pense, l'interrompit doucement mademoiselle Marple, que la colère laisse des traces, des ecchymoses, du désordre, et la mort de M. Hensley était très propre. Madame Harrington s'effondra dans un fauteuil. Ils ne le croiront jamais. Non, acquiesça mademoiselle Marple. Parce que le croire serait inconfortable. On frappa à la porte. L'inspecteur Slack entra sans cérémonie, d'un air vif. « Nous avons déposé une plainte officielle », annonça-t-il. « Reeves sera détenu pendant la nuit. » Madame Harrington ferma les yeux. Slack se tourna vers mademoiselle Marple. « Vous ne semblez pas convaincu. »« C'est souvent le cas, » répondit mademoiselle Marple d'un ton doux. Slack renifla. « Eh bien, à moins que vous n'ayez des preuves solides, nous sommes satisfaits. » Mademoiselle Marple sourit. « La satisfaction peut être prématurée. » Slack partit, indifférent. Alors que mademoiselle Marple se levait pour partir, elle s'arrêta à la porte. « Madame Harrington, » dit-elle doucement, « puis-je vous donner un petit conseil ?» La veuve leva les yeux. « N'augmentez pas l'intensité de la lampe, » dit mademoiselle Marple. « Trop de lumière révèle des choses avant que l'on soit prêt à les voir. » Madame Harrington la fixa du regard, puis acquiesça lentement. Cette nuit-là, alors que l'obscurité s'abattait une fois de plus sur St. Mary Mead, la lampe à la fenêtre de la veuve brillait, ni plus fort, ni plus faiblement. Mademoiselle Marple observait depuis l'autre côté de la pelouse, l'air pensif. Elle savait que ce qui ne devrait pas avoir d'importance en avait toujours. La nouvelle qu'Albert Reeves serait gardé en détention pour la nuit se répandit à St. Mary Mead avec la douce inévitabilité de la fumée. En passant devant la poste peu après-midi, mademoiselle Marple remarqua à quelle vitesse la certitude avait remplacé la curiosité. Les gens préféraient les conclusions qui leur permettaient de reprendre leur routine sans encombre. Il était plus facile de se réconcilier avec le tempérament d'un jardinier qu'avec le désespoir d'une veuve. Pourtant, sous le calme apparent, de petites fissures commençaient à apparaître. Madame Price fut la première à en révéler une, bien qu'elle n'en eût pas l'intention. Elle surprit mademoiselle Marple près du green, la voix basse, avec l'air de quelqu'un qui fait preuve de gentillesse. « Quel soulagement que tout soit presque réglé, » dit-elle. « La pauvre madame Harrington pourra enfin dormir à nouveau. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. Madame Price cligna des yeux. « Eh bien, oui, bien sûr, maintenant que l'affaire est résolue. »« Les affaires résolues, » dit doucement mademoiselle Marple, « perturbent souvent davantage le sommeil que celles qui ne le sont pas. » Madame Price fronça les sourcils, puis se dépêcha de partir, mal à l'aise à cette idée. Plus tard, dans l'après-midi, à la cure, l'atmosphère était à la gaieté forcée. Le vicaire lui-même parlait chaleureusement de pardon et d'ordre, tandis que madame Bantry oscillait entre satisfaction et légère déception. « Je dis toujours, » déclara madame Bantry, « qu'il faut être réaliste. Reeves était en colère. Les gens font des choses terribles quand ils sont en colère. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, « mais ils y parviennent rarement aussi proprement. » Madame Bantry marqua une pause.
proprement. Mademoiselle Marple sourit. « Pardonnez-moi, c'est une façon de parler. » Mais tandis qu'elle parlait, elle se souvint à nouveau de la chambre d'amis, le livre tombé, l'absence de désordre. Elle savait que la colère était rarement précise. Elle criait. Elle se dispersait. Ce soir-là, l'inspecteur Slack revint à l'improviste au cottage de mademoiselle Marple. « J'ai eu une idée », dit-il d'un ton bourru, acceptant le thé sans cérémonie. « Le testament de Hensley. »« Oui », répondit mademoiselle Marple. « Il l'a modifié récemment. Il a laissé une petite somme à madame Harrington. Rien d'extravagant, mais symbolique, suggéra mademoiselle Marple. Slack fronça les sourcils. « Symbolique ? Ces gestes le sont souvent, dit mademoiselle Marple. Ils impliquent une obligation ou une autorité. » Slack secoua la tête. « Vous voyez des motifs partout. Je vois des schémas, corrigea doucement mademoiselle Marple. Slack se pencha en arrière. « Nous avons vérifié le testament minutieusement. Aucune irrégularité. Madame Harrington n'y gagne pas grand-chose. »« À part un soulagement, » dit mademoiselle Marple. Slack la regarda d'un air sévère. « Vous pensez vraiment qu'elle... »« Je pense, » répondit mademoiselle Marple, « qu'elle vivait sous une sorte de surveillance invisible. Les hommes comme M. Hensley héritent souvent de l'autorité d'autres hommes. »« Vous voulez dire son mari ?» dit lentement Slack. « Oui » acquiesça mademoiselle Marple. Slack expira. « Cela ne fait pas d'elle une meurtrière pour autant. »« Non » dit mademoiselle Marple. « Cela la rend effrayée. » Slack se leva, peu convaincu. « À moins que quelque chose de concret ne se présente, nous allons poursuivre. » Mademoiselle Marple pensait que la vérité se trouvait rarement dans les éléments concrets. Plus tard dans la nuit, le village connut son deuxième incident. C'est madame Hartnell qui le découvrit. Un pot de fleurs renversé près du chemin devant Lamp Cottage, de la terre éparpillée sur les pierres. Rien d'autre ne semblait anormal, mais l'effet était disproportionné. Les murmures se répandirent rapidement. « Un signe », murmura quelqu'un, « ou un avertissement », suggéra un autre. L'inspecteur Slack arriva rapidement. « Probablement rien, » dit-il. « Le vent, peut-être. » « Il n'y avait pas de vent, » insista madame Hartnell. Mademoiselle Marple examina tranquillement la terre remuée. Elle remarqua autre chose, de légères traces de frottement menant vers l'arrière de la maison. Madame Harrington se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle mais calme. « Je n'ai rien entendu. »« Non ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. « Non » répondit la veuve. « J'étais réveillée. » L'inspecteur Slack lui lança un regard perçant. « Éveillé ? » ?»« Oui. » Son regard se posa brièvement sur la lampe à l'intérieur. « Je ne dors pas bien. » Mademoiselle Marple remarqua sa légère hésitation. « Avez-vous baissé l'intensité de la lampe ?» Les lèvres de madame Harrington se serrèrent. « Non. » L'inspecteur Slack soupira. « Probablement les amis de Reeves qui essaient de faire des bêtises. »« Peut-être, » dit mademoiselle Marple. « Mais les farces visent généralement à attirer l'attention. » Ils partirent peu. Après, mais mademoiselle Marple s'attarda à la porte. « Je crois que quelqu'un voulait vous rappeler quelque chose, » dit-elle doucement. Madame Harrington la regarda avec inquiétude. « Qui ?» Mademoiselle Marple secoua la tête. « Je ne pense pas que cela ait de l'importance. »« Mais cela m'effraie. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « La peur a cet effet. » Le lendemain, un autre incident se produisit. Le policier rapporta qu'Albert Reeves, épuisé et en colère, avait fini par s'emporter pendant l'interrogatoire. « Je ne l'ai pas tué » cria-t-il. « Mais je sais pourquoi quelqu'un aurait pu le faire. » L'inspecteur Slack considéra cela comme de l'amertume. Miss Marple, non. Elle rendit visite à Reeves cet après-midi-là, obtenant la permission avec quelques difficultés.
Il était assis, lourdement, le visage marqué par la frustration. « Ils veulent que je corresponde au profil, dit-il amèrement. « Alors je corresponds au profil. »« Que vouliez-vous dire ?» demanda gentiment mademoiselle Marple, quand vous avez dit que vous saviez pourquoi quelqu'un aurait pu le tuer. Reeves hésita, puis cracha les mots. Hensley venait souvent après la mort de son mari. Il lui disait quoi faire. Il la surveillait tout le temps. « Et vous l'avez remarqué ?» demanda mademoiselle Marple. « Un aveugle l'aurait remarqué, » répondit Reeves. Elle détestait ça, ça se voyait. « Les avez-vous jamais vus se disputer ?»« Non. C'est ça le problème. Il n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. » Mademoiselle Marple acquiesça. Elle avait déjà entendu ce ton auparavant, calme, assuré, inéluctable. Alors qu'elle s'éloignait, Reeves l'interpella. « Interrogez-la sur la nuit où son mari est mort. » Mademoiselle Marple marqua une pause. « Pourquoi ? Lui aussi avait peur du noir, » dit Reeves. Il laissait toujours les lampes allumées. Ce soir-là, mademoiselle Marple s'assit près de sa fenêtre, oubliant son tricot. Lamp Cottage brillait de mille, feux de l'autre côté de la pelouse. Elle pensa aux femmes qu'elle avait connues, qui avaient survécu au contrôle par l'obéissance, par une endurance silencieuse, jusqu'à ce qu'un moment fasse basculer la balance. Elle savait que le contrôle pouvait provoquer une violence soudaine, non pas par rage, mais par soulagement. Elle se leva et sortit. Au détour du chemin, elle vit madame Harrington debout sous la lumière du lampadaire, le visage tiré. « Je ne peux plus supporter cela, » dit la veuve lorsque mademoiselle Marple s'approcha. « Tout le monde pense que c'est fini. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple. « Ils lui en voudront, » murmura madame Harrington. « Et je vivrai en sachant. » Mademoiselle Marple lui toucha légèrement le bras. « En sachant quoi, ma chère ?» Madame Harrington ferma les yeux. « Que je suis libre. » Le mot trembla entre elles, dangereux dans son honnêteté. Mademoiselle Marple ressentit une tristesse familière. Elle savait que la liberté exigeait souvent un règlement de compte. « Vous ne pouvez pas échapper à la vérité en allumant des lampes, » dit doucement mademoiselle Marple. « Seulement en affrontant ce qu'elle révèle. » Madame Harrington la regarda, la peur et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir se mêlant dans ses yeux. Mademoiselle Marple se détourna lentement. Les fissures s'étaient élargies. La respectabilité commençait à se fissurer sous la pression. Et bientôt, elle le savait, quelque chose allait céder. Le lendemain matin, le village se réveilla avec la sensation étrange que quelque chose d'inachevé s'était produit pendant la nuit. Miss Marple, sortant sur son chemin juste après le petit déjeuner, le remarqua immédiatement, non pas dans un son ou une image en particulier, mais dans la façon dont les portes s'ouvraient avec plus de prudence, dans la façon dont les conversations s'interrompaient lorsque des pas s'approchaient. St. Mary Mead n'était plus simplement soulagé, il était en alerte. La raison s'expliqua avant midi. L'inspecteur Slack arriva à la porte de mademoiselle Marple, l'air moins confiant qu'auparavant. Il refusa le thé. « Il y a eu du nouveau, » dit-il sèchement. Mademoiselle Marple posa son tricot. « Comme c'est intéressant. Albert Reeves a été libéré. » Elle inclina légèrement la tête. « Je vois. Il y a eu un autre incident, » poursuivit Slack. « Pas un décès, mais suffisamment grave pour nous forcer à agir. » Mademoiselle Marple se leva aussitôt. « Alors nous devrions aller à Lamp Cottage. » Slack la regarda d'un air sévère, puis acquiesça. « Oui, c'est là que cela s'est produit. » Ils traversèrent ensemble la pelouse. À mesure qu'ils s'approchaient, mademoiselle Marple vit la foule qui s'était déjà rassemblée à une distance respectueuse, madame Bantry occupant une place prépondérante parmi eux, son expression oscillant entre l'inquiétude et la satisfaction. À l'intérieur de Lamp Cottage, l'atmosphère était tendue, comme si la maison elle-même retenait son
Souffle. La lampe du hall brillait de 1000 feux malgré la lumière du jour, sa flamme réglée au maximum. Le salon était en désordre, ce qui était inhabituel. Une chaise était renversée, des papiers jonchaient le sol comme des oiseaux effrayés. Madame Harrington était assise, raide, sur le canapé, un châle enroulé autour des épaules alors que la pièce était chauffée. Un policier se tenait à proximité. « Elle a été retrouvée inconsciente », dit Slack à voix basse. « Elle a reçu un coup à la tête, rien de grave. » Miss Marple s'approcha. « Ma chère Madame Harrington. » La veuve ouvrit les yeux. Au début, son regard était vague, puis il s'aiguisa lorsqu'elle reconnut quelqu'un, et la peur s'y lisait. « Il est revenu », dit-elle d'une voix rauque. « Qui ?» demanda Slack. « Albert Reeves », murmura-t-elle. « Il est venu me menacer. » Le nom de Reeves se répandit parmi les spectateurs comme une pierre jetée dans l'eau. Slack acquiesça d'un air sombre. C'est ce qu'elle nous a dit quand elle a repris connaissance. Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle observait la lampe. « Et qu'a-t-il dit ?» demanda gentiment Miss Marple. Madame Harrington déglutit. « Il a dit que je le regretterais, que j'avais ruiné sa vie. »« Et l'a-t-il fait ?» demanda Miss Marple. La veuve hésita. « Il m'a poussé. Je suis tombée. » Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil au policier. « Où a-t-elle été retrouvée ?»« Près de la table du hall, » répondit-il. « À côté de la lampe. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Bien sûr. » Slack croisa les bras. Reeves nie. Il dit qu'il ne s'est jamais approché de la maison. Mais avec son tempérament ? Avec son tempérament, répéta doucement Mademoiselle Marple. Elle se baissa et ramassa l'un des papiers tombés par terre. C'était une lettre, à moitié froissée. L'écriture était soignée, autoritaire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Slack. Mademoiselle Marple lui tendit. « Elle vient de M. Hensley. » Slack la parcourut rapidement. Il fronça les sourcils. « Elle est datée de la veille de sa mort. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple. « Il avait l'habitude d'écrire des instructions. » La lettre était brève, mais son ton ne laissait aucun doute. Elle parlait de responsabilité, de devoir, d'attentes non satisfaites. Elle se terminait par une phrase soulignée 2 fois. Certaines choses doivent être réglées avant qu'il ne soit trop tard. Slack leva les yeux. Cela ne prouve rien. Non, acquiesça Mademoiselle Marple. Mais cela explique beaucoup de choses. Madame Harrington détourna le visage. Il voulait prendre le contrôle. De tout. Vous a-t-il menacé ? Demanda Mademoiselle Marple à voix basse. Il a dit qu'il me dénoncerait, murmura la veuve. Qu'il dévoilerait ma faiblesse. Il a dit que le village comprendrait. Et cela vous a effrayé, dit Mademoiselle Marple. Oui, souffla Madame Harrington. Plus que la colère, n'aurait jamais pu le faire. Slack se frotta la mâchoire. Vous voulez dire que Hensley l'a poussé lui aussi ? Non, répondit doucement Mademoiselle Marple. Je dis que la peur a été répétée ici. Slack se raidit. Répétée ? Oui, dit Mademoiselle Marple. Le langage, la disposition, même la lampe. Elle s'approcha de la table du hall. Quelqu'un voulait que cela ait l'air familier. Slack suivit son regard. Familière à quoi ? À la mort de M. Hensley, répondit Mademoiselle Marple. Une dispute, une poussée, une chute. Les yeux de Slack s'écarquillèrent légèrement. Vous pensez qu'elle a mis en scène tout ça ? Je pense, répondit Mademoiselle Marple, que quelqu'un voulait renforcer une histoire existante. La respiration de Madame Harrington s'accéléra. Je n'avais pas prévu cela. Mademoiselle Marple se tourna vers elle avec douceur. Non, mais vous l'avez permis. Le silence s'installa. Slack regarda tour à tour les 2 femmes. Vous suggérez que Madame Harrington manipule les événements. Je suggère, dit doucement Mademoiselle Marple,
qu'elle s'efforce de ne pas être crue. Madame Harrington serra les mains dans son châle. « Vous ne comprenez pas, ils me surveillaient tous les deux. Toujours. Mon mari, puis M. Hensley. Et maintenant le village ?» dit calmement Mademoiselle Marple. « Oui. » Le mot lui échappa comme une confession. Slack expira brusquement. Cela change la donne. « En effet, » dit Mademoiselle Marple. « Car maintenant, nous avons un schéma et non plus un accident. » Slack se redressa. « Nous devrons interroger tout le monde à nouveau. »« Et la lampe ?» demanda Mademoiselle Marple. Slack fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Mademoiselle Marple ajusta légèrement la mèche, baissant la flamme. La pièce s'adoucit aussitôt, les ombres se réorganisant. « Trop de lumière, » dit-elle, « oblige les gens à agir avant qu'ils ne soient prêts. » Madame Harrington regarda la flamme s'éteindre, les yeux remplis d'une sorte de soulagement. « Elle s'est évanouie, » marmonna Slack. « Sous la pression ?»« Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple, « et la pression laisse des traces. » Dehors, le village bourdonnait de nouvelles spéculations. Le nom de Reeves avait perdu de sa certitude. De nouveaux murmures se formaient, inquiets et moins satisfaisants. Alors que les agents se préparaient à partir, Madame Harrington attrapa la manche de Mademoiselle Marple. « Ils ne comprendront pas, » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple la regarda avec gentillesse. « La compréhension n'est pas immédiate. Elle vient quand on cesse de faire semblant. » Ce soir-là, Lambeth Cottage était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. La lampe brûlait moins fort, sa lumière était plus douce, moins accusatrice. Mademoiselle Marple observait depuis l'autre côté de la pelouse. Le deuxième choc avait fait son effet. L'ancienne explication s'était effondrée, et quelque chose de plus vrai commençait à apparaître. Bientôt, elle le savait, la vérité ne pourrait plus se cacher derrière la lumière. Les conséquences du deuxième choc s'installèrent à St. Mary Mead, avec une intensité différente de celle du premier. Là où il y avait eu du soulagement auparavant, il y avait maintenant un malaise. Là où les ragots circulaient facilement, ils trébuchaient désormais, incertains de leur assise. Miss Marple, observant depuis ses points de vue habituels, la pelouse, la poste, le chemin menant au presbytère, sentit que le village commençait à se sentir observé. Cette prise de conscience, elle le savait, était utile. Madame Harrington resta chez elle pendant 2 jours, officiellement pour se remettre de son évanouissement, mais officieusement parce que Lambeth Cottage était devenu un lieu d'intérêt inquiétant. Mademoiselle Marple ne lui rendit pas visite immédiatement. Elle comprenait l'intérêt d'attendre. Les gens se révèlent le plus clairement lorsqu'ils pensent ne plus être observés. L'inspecteur Slack, quant à lui, agissait avec une prudence renouvelée. Reeves était libre, mais pas disculpé. Madame Harrington était indemne, mais ne suscitait plus seulement la pitié. L'ancienne certitude s'était dissoute, laissant derrière elle un ensemble confus de possibilités. Le 3e après-midi, Mademoiselle Marple rendit visite à Madame Harrington. Cette dernière la reçut dans le salon, les rideaux à demi tirés malgré la luminosité de la journée. La lampe brillait désormais d'une lumière modérée, ni agressive ni faible, comme si on lui avait demandé de se comporter correctement. « Vous avez l'air d'aller mieux », dit gentiment Mademoiselle Marple. « Je dors », répondit Madame Harrington. « Un peu, c'est déjà ça », acquiesça Mademoiselle Marple. Elles restèrent assises en silence pendant un moment. Mademoiselle Marple laissa le silence s'étirer, son tricot reposant intact sur ses genoux. Elle avait appris que le silence était souvent plus productif que les questions. « La nuit, » dit soudain Madame Harrington, « j'ai l'impression de l'entendre. »« Votre mari ?» demanda doucement Mademoiselle Marple. « Et Monsieur Hensley ?» ajouta la veuve. Des bruits de pas, l'impression que quelqu'un se tient juste à l'extérieur de la lumière. Mademoiselle Marple acquiesça.
La culpabilité ressemble souvent à des bruits de pas. Madame Harrington se raidit. « Vous pensez que je suis coupable ?»« Je pense, » répondit mademoiselle Marple avec prudence, « que vous avez peur de ce que vous vous êtes permis de ressentir. » La veuve tordit ses mains l'une contre l'autre. « Vous avez dit un jour que la peur se répète. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Elle s'entraîne. » Madame Harrington regarda la lampe. « Il se tenait là, » dit-elle doucement, « près de l'étagère. Il m'a dit que mon mari aurait voulu de l'ordre, qu'il aurait eu honte de moi. » Mademoiselle Marple écouta attentivement. « Il a dit que j'étais négligente, » poursuivit la veuve, « que j'avais besoin d'être guidée, que la lampe devait toujours être allumée au maximum afin qu'il n'y ait pas de malentendu. »« Et vous avez obéi ?» dit mademoiselle Marple. « Oui, » murmura madame Harrington, « j'ai toujours obéi. » Mademoiselle Marple se leva et se dirigea lentement vers la table du hall. « Puis-je vous poser une petite question ?» dit-elle. Madame Harrington acquiesça, méfiante. « L'après-midi où M. Hensley est mort, » dit mademoiselle Marple, « avez-vous réglé la lampe ?» La veuve hésita. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais cela suffit. « Oui, » dit-elle. « Il m'avait demandé de le faire. » La voix de mademoiselle Marple resta douce. « Et lorsque vous avez tourné la mèche, a-t-elle glissé ?» Madame Harrington retint son souffle. « Je ne m'en souviens pas. »« Ce n'est pas grave, » dit doucement mademoiselle Marple. « On se souvient rarement du moment où quelque chose change. » Elle retourna s'asseoir. « Vous voyez, » continua mademoiselle Marple, « j'ai réfléchi aux accidents. Les vrais, je veux dire. Ils sont rarement symétriques. Il y a toujours quelque chose qui est étrangement déplacé. » Madame Harrington ne dit rien. « Le livre, » poursuivit mademoiselle Marple, « il est tombé très proprement, presque comme s'il avait été guidé. » Madame Harrington ferma les yeux. « Je ne l'ai pas poussé. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple, « je ne pense pas que vous l'ayez fait. » La veuve leva les yeux, surprise. « Vous ne le pensez pas ?»« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que vous vous êtes retirée. » Madame Harrington fronça les sourcils. « Je me suis retirée ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Vous avez cessé de le tenir fermement. » Des larmes lui montèrent tout soudain aux yeux. « Il s'est penché, » murmura madame Harrington. « Il se penchait toujours trop près ?» J'ai reculé. Mademoiselle Marple acquiesça. « Et l'étagère a fait le reste. » Madame Harrington se couvrit le visage. « Je ne voulais pas... »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Mais vouloir dire et choisir, ce n'est pas la même chose. » Le silence revint, plus lourd mais sincère. « C'est pour cela, » continua mademoiselle Marple, « que vous avez essuyé l'huile, que vous avez laissé la lampe brûler plus fort après coup, que vous avez accepté le jardinier comme solution. » Les épaules de madame Harrington tremblèrent. « J'étais tellement fatiguée. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « D'être observée. » La veuve la regarda désespérément. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Mademoiselle Marple réfléchit. « Cela dépendra de votre capacité à affronter ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. » Madame Harrington murmura « Vont-ils me pendre ?» Mademoiselle Marple sourit tristement. « Non, ma chère, ce n'est pas ce genre de village, ni ce genre de vérité. » Elle se leva pour partir, s'arrêtant à la porte. « Il y a encore une chose. » Madame Harrington leva les yeux. « Ce soir, » dit mademoiselle Marple, « laissez la lampe telle qu'elle. Ne la touchez pas. » La veuve la regarda fixement. « Pourquoi ?»« Parce que, » répondit mademoiselle Marple, « nous devons voir qui a le plus besoin de lumière. » Ce soir-là, mademoiselle Marple invita l'inspecteur Slack à venir lui rendre visite. « Je pense que vous êtes prêt à entendre quelque chose de dérangeant, » dit-elle en lui servant son thé. Il grogna. « Vous dites ça depuis une semaine. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, « mais maintenant, je peux vous l'expliquer correctement.
Elle parla calmement, décrivant non pas une accusation, mais une série de comportements. La lampe, les lettres, l'habitude d'une autorité tranquille transmise d'un homme à l'autre. Elle décrivit la peur de Madame Harrington, la colère de Reeves et le besoin de simplicité du village. « Vous dites que ce n'était pas un meurtre », dit lentement Slack. « Je dis, » répondit mademoiselle Marple, « que c'était une chute sans résistance. » Slack fronça les sourcils. « C'est une distinction subtile. »« En effet, » dit mademoiselle Marple, « mais la loi reconnaît ce genre de choses. »« Et le deuxième incident ?» demanda Slack. « Un test, » répondit mademoiselle Marple. « Pas par elle, mais par l'histoire elle-même. Il a échoué. » Slack se rassit lourdement. « La couronne n'appréciera pas cela. »« Non, » acquiesça mademoiselle Marple. « Mais la justice s'aligne rarement parfaitement avec les préférences. » Plus tard dans la nuit, mademoiselle Marple se tenait près de sa fenêtre. Lamp Cottage brillait doucement, inchangé. Elle attendait. Enfin, elle vit une ombre bouger derrière le rideau. Madame Harrington se tenait là, les mains serrées, luttant contre l'envie d'augmenter l'intensité de la mèche. Elle ne le fit pas. Mademoiselle Marple hocha la tête. Le test silencieux avait été réussi, non pas celui de la culpabilité, mais celui du courage. Et maintenant que la vérité ne pouvait plus être évitée, le village était prêt à l'entendre. Le lendemain du test silencieux de mademoiselle Marple, le matin se leva sans cérémonie, mais avec un curieux sentiment d'inévitabilité. St. Mary Mead vaquait à ses occupations avec une prudence, retenue, comme si le village lui-même sentait que la certitude n'était plus une sécurité. Les portes s'ouvraient plus lentement. Les conversations ne reprenaient qu'après des regards prudents. La vérité, réfléchit mademoiselle Marple, commençait à se rassembler, non pas de manière spectaculaire, mais méthodiquement, comme la brume s'épaississant pour former un brouillard. Elle rencontra l'inspecteur Slack sur la pelouse peu avant 11 heures. Il avait l'air fatigué, sa vivacité satisfaite avait disparu, remplacée par l'expression plus inconfortable d'un homme réexaminant un terrain qu'il croyait solide. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, » admit-il d'un ton bourru. « À propos de cette chute. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Réfléchir est toujours bon signe. »« Je n'aime pas les zones d'ombre, » poursuivit Slack. « La loi préfère les lignes claires. Pousser ou pas pousser ? » « Oui, » dit doucement mademoiselle Marple. « Le comportement humain est rarement aussi obligeant. » Slack soupira. « J'ai reparlé à Reeves. Son histoire n'a pas changé, et j'ai revu les déclarations. Il y a des incohérences. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Les incohérences sont souvent très cohérentes. Ils marchèrent ensemble vers Lamp Cottage. La maison semblait désormais calme, sa lampe brûlant modestement, même en plein jour, comme si elle avait été punie. Madame Harrington les accueillit calmement. Elle semblait avoir maigri, mais elle dégageait une assurance qui lui faisait défaut auparavant. La peur, observa mademoiselle Marple, avait commencé à céder la place à quelque chose de plus difficile. L'acceptation. L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. « Madame Harrington, nous devons revoir certaines choses. » Elle acquiesça. « Je m'y attendais. » Ils s'assirent dans le salon. Mademoiselle Marple prit sa place habituelle, légèrement à l'écart, discrète, presque oubliée. « L'après-midi où M. Hensley est mort, » commença Slack. « Vous avez dit que vous étiez à l'étage quand lui et Reeves se sont disputés. »« Oui, » répondit Madame Harrington. « J'ai entendu des voix s'élever. »« Et plus tard, » poursuivit Slack, « vous avez dit avoir entendu un bruit, celui d'un livre qui tombait. »« Oui, mais Reeves insiste sur le fait qu'il est parti avant cela, » dit Slack. « Et il n'y a aucun signe de lutte. » Les mains de Madame Harrington se crispèrent. « Je vous ai dit ce que je croyais à ce moment-là. » Slack fronça les sourcils.
Les croyances ne sont pas toujours des faits. Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas le cas. Mademoiselle Marple observait attentivement. La veuve ne détourna pas les yeux cette fois-ci. Dites-moi exactement où vous étiez, insista Slack. Madame Harrington inspira lentement. En haut de l'escalier. Et qu'avez-vous vu? Elle hésita, puis parla avec une prudence délibérée. J'ai vu M. Hensley appuyé contre l'étagère. Il parlait. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit. Mademoiselle Marple savait que ce n'était pas vrai, pas dans l'ensemble, mais dans les détails. Les gens se souviennent des mots qui les ont blessés. Et ensuite, demanda Slack. Et ensuite, continua Madame Harrington, j'ai reculé. Slack se raidit. Pourquoi? Parce que, dit-elle d'une voix désormais calme, je ne voulais plus entendre quoi que ce soit. Un silence lourd et tendu s'installa. Vous ne l'avez pas touché? Demanda Slack. Non. Vous ne l'avez pas poussé? Non. Mais vous saviez qu'il était instable, dit Slack. Oui, répondit doucement Madame Harrington. Je le savais. Slack se frotta le visage. Donc vous avez permis... Je me suis permis de ne pas l'aider, dit-elle. Il y a une différence. Mademoiselle Marple prit alors la parole, d'une voix douce mais sans équivoque. C'est une différence importante, inspecteur. Slack la regarda d'un air sévère. Assez importante pour la laisser partir libre? Assez importante pour comprendre ce qui s'est réellement passé, répondit Mademoiselle Marple. Et pourquoi le reste a suivi? Elle se tourna vers Madame Harrington. Après coup, vous avez ajusté la lampe. La veuve acquiesça. Oui. Pourquoi? Les lèvres de Madame Harrington tremblèrent. Parce que c'était ce qu'il exigeait toujours. De la lumière, de l'ordre, de la clarté. Et pourquoi avez-vous essuyé l'huile? Demanda Mademoiselle Marple. Je tremblais, répondit-elle simplement. Je voulais que tout soit comme avant. Slack expira. Et Reeves? Il me faisait peur, dit Madame Harrington, mais pas autant qu'il faisait peur au village. Il était bruyant, évident, utile. Mademoiselle Marple acquiesça. L'utilité est souvent confondue avec la culpabilité. Slack se pencha en arrière. Et le deuxième incident? La poussée? Madame Harrington baissa les yeux. J'ai perdu l'équilibre. Slack la fixa du regard. Pas d'agresseur? Non. Mademoiselle Marple ajouta doucement. Elle a laissé l'histoire se poursuivre parce que cela la protégeait de quelque chose de pire, la vérité sur elle-même. Slack resta silencieux pendant un long moment. Cela ne va pas plaire, dit-il enfin. Pas de méchant, pas de conclusion satisfaisante. Les méchants, dit doucement Mademoiselle Marple, sont une commodité, inspecteur. La réalité est rarement aussi prévenante. Slack se leva lourdement. Je vais devoir parler à la couronne. Oui, acquiesça Mademoiselle Marple. Et vous constaterez qu'il préfère la malveillance évidente au soulagement discret. Après son départ, Mademoiselle Marple resta un moment. Vous avez fait quelque chose de difficile, dit-elle à Madame Harrington. La veuve la regarda. J'ai dit la vérité. Oui, dit Mademoiselle Marple. Enfin, mais vont-ils la croire? Ils la croiront suffisamment, répondit Mademoiselle Marple. Et l'incrédulité ne vous aidera plus. Cet après-midi-là, le village accueillit la nouvelle avec confusion plutôt qu'avec indignation. Reeves fut officiellement innocenté. L'accusation fut retirée discrètement, presque avec des excuses. Des explications furent données, révisées, adoucies. Ce n'était donc la faute de personne, dit Madame Bantry avec incertitude. Quelqu'un a toujours une part de responsabilité, répondit Mademoiselle Marple doucement. C'est le blâme qui est plus difficile à cerner. Au presbytère, le décès fut reclassé comme accidentel, bien que ce mot sonnât mal dans la conversation, dépouillé de son ancienne assurance. Cette pauvre femme,
murmura Madame Price. Vivre avec ça. Oui, acquiesça Mademoiselle Marple. C'est la conséquence. Ce soir-là, l'inspecteur Slack revint une fois de plus. Ils ne poursuivront pas, dit-il. Pas assez d'intention. Non, dit Mademoiselle Marple. Seulement suffisamment de vérité. Slack hésita. Pensez-vous qu'elle soit dangereuse? Mademoiselle Marple réfléchit. Non. Je pense qu'elle est enfin seule. À la tombée de la nuit, Mademoiselle Marple observa Lamp Cottage. La lampe brûlait régulièrement, ni plus brillante, ni plus faible. Sa lumière n'était plus défensive. Madame Harrington se tenait à la fenêtre, regardant vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Pour la première fois, pensa Mademoiselle Marple, la lampe n'était pas là pour surveiller, mais simplement pour être vue. Les contradictions s'étaient alignées, non pas dans le confort, mais dans la clarté. Et la clarté, Mademoiselle Marple le savait, était la résolution la plus troublante de toutes. Le village absorba la conclusion révisée avec la résistance silencieuse de quelque chose qui se remodèle de l'intérieur. St. Mary Mead n'aimait pas l'incertitude, mais il détestait encore plus le scandale, et il apprit donc rapidement à parler de la mort de M. Hensley, sur un ton adouci d'inévitabilité. Un accident, oui, mais un de ces accidents qui s'accompagnait d'une pause, d'une voix baissée et d'un regard légèrement détourné. Le sujet ne se prêtait plus à l'animation. Mademoiselle Marple remarqua immédiatement le changement. Les conversations s'interrompaient lorsqu'elles s'approchaient, puis reprenaient sur un terrain plus sûr. La météo, les roses du vicaire, le prix des œufs. Le village avait accepté la vérité juste assez pour y survivre. L'inspecteur Slack revint une dernière fois par un après-midi doux, le soleil réchauffant la verdure sans enthousiasme. Il semblait plus âgé, pensa Mademoiselle Marple, moins sûr des formes auxquelles il avait autrefois fait confiance. Cela sera enregistré comme un accident, dit-il, debout près de son portail. Aucune autre mesure ne sera prise. Mademoiselle Marple acquiesça. Je m'en doutais. Il y a eu des objections, admit Slack. Certains voulaient de plus. Une accusation. Un nom. Oui, dit Mademoiselle Marple. Les gens aiment les fins qu'ils peuvent pointer du doigt. Slack hésita. Vous savez, si elle l'avait poussé. Mais elle ne l'a pas fait, dit doucement Mademoiselle Marple. Non, admit-il. Et cela rend les choses plus difficiles. Les vérités difficiles le sont souvent, répondit Mademoiselle Marple. Slack s'éclaircit la gorge. Madame Harrington restera dans le village. Je m'y attends, dit Mademoiselle Marple. Fuir apporte rarement la paix. Slack acquiesça et partit sans plus de cérémonie, son départ aussi banal que la conclusion qu'il emportait avec lui. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple se rendit à Lamp Cottage, cette fois sans hésitation. Madame Harrington lui ouvrit la porte elle-même. Elle n'était plus guindée, mais simplement attentive. « Vous n'auriez pas dû venir, » dit la veuve. « J'en avais envie, » répondit Mademoiselle Marple. Elles s'assirent ensemble dans le salon. La lampe n'était pas allumée. La lumière du jour emplissait la pièce d'une douceur apaisante. Mademoiselle Marple remarqua que les étagères avaient été réorganisées, les livres espacés plus généreusement, comme si la pièce avait appris à respirer. « Ils m'ont fait part de leur décision, » dit Madame Harrington. « Je ne serai pas poursuivie. »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple. Madame Harrington baissa les yeux vers ses mains. « Je pensais que je me sentirais soulagée. »« Et c'est le cas ?»« Pas tout à fait, » répondit lentement la veuve. « C'est plutôt un sentiment de calme. » Mademoiselle Marple sourit. Le calme est souvent confondu avec le vide. Ce n'est pas le cas. Madame Harrington jeta un coup d'œil vers la lampe. Je l'ai éteinte pendant la nuit. Oui, dit Mademoiselle Marple. Je l'ai remarqué. Au début, j'avais peur, poursuivit la veuve.
Mais ensuite, j'ai dormi. Mademoiselle Marple acquiesça. L'obscurité peut être reposante lorsqu'elle n'est pas imposée. Madame Harrington hésita. « Pensez-vous qu'ils me pardonneront ?» « Le pardon, » dit doucement mademoiselle Marple, « n'est pas quelque chose que l'on peut exiger, mais on peut vivre de telle manière qu'il devienne possible. » La veuve réfléchit silencieusement. « Ils parleront de moi, » dit-elle enfin. Discrètement, comme ils le font toujours. « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple, « mais pas éternellement. » Madame Harrington leva les yeux. « Et vous ?» Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Je parlerai très peu de vous. » Ce soir-là, mademoiselle Marple assista une fois de plus au modeste souper du vicaire. L'atmosphère était calme, mais plus tendue. Madame Bantry faisait attention à ce qu'elle disait. Le vicaire était pensif. « C'est une chance, » dit le vicaire, « qu'il n'y ait pas eu d'autres dommages. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « et un rappel. »« Un rappel de quoi ?» demanda madame Bantry. « Que les bonnes intentions, » répondit mademoiselle Marple, « peuvent être oppressantes lorsqu'elles ne sont pas examinées. » Madame Bantry cligna des yeux. « Eh bien, je suppose que oui. » La remarque passa sans contestation. Mademoiselle Marple savait que certaines vérités avaient besoin de temps. Alors qu'elle rentrait chez elle sous un ciel de plus en plus sombre, elle passa une nouvelle fois devant Lamp Cottage. La maison était calme, ses fenêtres sombres. Pour la première fois depuis l'arrivée de la veuve, aucune lumière ne s'affichait. Mademoiselle Marple s'arrêta. À l'intérieur, un petit mouvement, un rideau ajusté peut-être, ou une chaise rapprochée de la fenêtre. Madame Harrington resta là un instant, puis retourna dans la pièce. Mademoiselle Marple poursuivit son chemin. Plus tard, assise près de sa propre fenêtre, elle réfléchit au chemin que la vérité avait pris. Il n'y avait pas eu de révélation dramatique, pas de coupable satisfaisant dévoilé sous le feu des accusations. Au lieu de cela, il y avait eu quelque chose de plus subtil et de plus durable. Une compréhension de la façon dont le contrôle se dissimulait sous l'apparence de l'attention et dont la peur apprenait à parler avec des voix empruntées. Elle pensa à M. Hensley, ordonné, autoritaire, convaincu de sa propre nécessité. Elle pensa au mari qui l'avait précédé, invisible mais tout aussi présent. Et elle pensa à la veuve, qui avait pris du recul au moment même où cela avait tout changé. Le village se souviendrait de ce qu'il devait se souvenir. Il en était toujours ainsi. Mais la lampe, elle serait mémorisée différemment. Avec le temps, mademoiselle Marple soupçonnait que les gens diraient que madame Harrington n'avait jamais aimé la lumière vive, qu'elle préférait les lampes tamisées, les coins ombragés. Il trouverait cela peu surprenant, voire approprié. Mademoiselle Marple sourit intérieurement. La vérité s'était imposée, non pas avec fracas, mais avec poids. Et le poids, une fois supporté, changeait à jamais la forme des choses. Les jours qui suivirent s'installèrent à St. Mary Mead avec la douceur particulière réservée aux choses qui ont épuisé leur capacité à perturber. Il n'y eut plus de visites d'inspecteurs, plus de conférences chuchotées au portail, plus de regards significatifs en direction de Lamp Cottage. Le village reprit ses habitudes avec une précision minutieuse, comme si la routine elle-même pouvait aplanir les dernières irrégularités de la pensée. Mademoiselle Marple observa ce retour avec une compréhension tranquille. Les villages, comme les gens, avaient un fort instinct de préservation. Le troisième matin après la décision, madame Harrington sortit de son cottage peu après 9 heures. C'était la première fois qu'elle le faisait seule depuis la mort de M. Hensley. Elle marchait lentement. Sa posture n'était ni provocante ni affaiblie, simplement délibérée. Elle s'arrêta à sa porte, comme si elle ne savait pas si elle devait la refermer derrière elle, puis le fit doucement et se dirigea vers la pelouse. Ceux qui la virent firent semblant de ne pas la voir. Madame Price trouva soudain la vitrine du boucher fascinante.
Madame Hartnell ajusta son chapeau avec une concentration inutile. Personne ne parla. Le silence, mademoiselle Marple le savait, était la dernière courtoisie du village. Madame Harrington traversa la place et entra dans la boutique. Elle acheta du pain et du thé sans incident, d'une voix calme et avec des gestes précis. Lorsqu'elle ressortit, elle aperçut mademoiselle Marple qui se tenait à proximité et hésita. Puis elle sourit. Ce n'était pas le sourire crispé et étudié qu'elle arborait depuis des semaines, mais quelque chose de plus simple et de plus hésitant. Mademoiselle Marple lui rendit son sourire, tout aussi sans cérémonie. Aucun mot ne fut échangé. Ce n'était pas nécessaire. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple reçut une lettre remise en main propre. L'écriture était soignée mais sans fioriture. « Chère mademoiselle Marple, je pensais que vous deviez savoir que j'ai décidé de rester. » Cordialement, Eleanor Harrington. Mademoiselle Marple plia soigneusement la lettre et la plaça à côté de son tricot. Rester, songea-t-elle, était souvent le choix le plus courageux. Dans les jours qui suivirent, le village commença à s'adapter tranquillement. Le nom de M. Hensley était moins souvent prononcé, et lorsqu'il l'était, c'était sur un ton légèrement différent, non pas réprobateur, mais réfléchi. Les gens se souvenaient désormais de lui comme d'un homme efficace, consciencieux, peut-être trop attaché à l'ordre. Son autorité s'était adoucie dans les mémoires, dépouillée de ses aspects les plus tranchants. Albert Reeves retourna dans son jardin. Il travailla avec une intensité renouvelée, mais sans amertume. Lorsque mademoiselle Marple le rencontra un après-midi, il souleva brièvement son chapeau. « Elle s'en remettra », dit-il d'un ton bourru. Mademoiselle Marple acquiesça. « Je le crois, elle ne me remerciera pas », ajouta-t-il, presque sur la défensive. « Non, » admit mademoiselle Marple. « Mais là n'est pas la question. » Un dimanche, le vicaire parla de retenue, de savoir quand les conseils devenaient de l'ingérence. Son discours fut prononcé avec douceur, sans emphase, et reçu avec un léger malaise. Madame Bantry remarqua par la suite que c'était un sermon étonnamment moderne. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Quant à Lamp Cottage, il changea de manière presque imperceptible. Les rideaux étaient tirés pendant la journée. Les fenêtres étaient ouvertes. Une petite chaise apparut sous la fenêtre avant, tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. La lampe elle-même restait sur la table du hall, polie mais inutilisée, sa mèche coupée court. Un soir, mademoiselle Marple se retrouva à passer devant le cottage au crépuscule. La lumière à l'intérieur était douce, indirecte, provenant non pas de la lampe, mais du salon, situé derrière. Les ombres se posaient tranquillement dans les coins, sans être remises en question. Madame Harrington se tenait à l'intérieur, occupée à arranger des fleurs. Elle ne jeta pas un regard à la lampe. Mademoiselle Marple s'arrêta, puis continua son chemin. Cette nuit-là, assise près de sa fenêtre, mademoiselle Marple réfléchit au schéma qui s'était révélé si discrètement. C'était un schéma qu'elle avait déjà vu, sous différentes formes et dans différents villages. Le lent transfert d'autorité d'une personne à une autre, sans examen ni remise en question. La façon dont le contrôle se dissimulait sous le masque de l'attention et la vigilance sous celui de la vertu. Elle pensa au mari d'Eleanor Harrington, méthodique, convaincu de sa propre bienveillance. Elle pensa à M. Hensley, qui avait naturellement pris la place laissée vacante, se croyant utile, nécessaire, vertueux. Et elle pensa à la veuve, absorbant leurs attentes, jusqu'à ce qu'un moment de retrait change tout. Ce n'était pas la violence qui avait mis fin à la vie de M. Hensley. C'était l'absence de soumission. Mademoiselle Marple ne jugeait pas cela. Le jugement était un instrument trop brutal. Elle comprenait plutôt le poids de ce moment, le soulagement, l'horreur, la clarté irrévocable. Elle savait que le village ne se souviendrait que de fragments. Il dirait que la mort de M. Hensley
avait été malheureuse, que Madame Harrington était fragile, qu'Albert Reeves avait été soupçonné à tort. Ces résumés suffiraient. Les villages préféraient les grandes lignes aux détails. Mais Eleanor Harrington s'en souviendrait différemment. Elle se souviendrait du bruit de sa propre respiration lorsqu'elle avait reculé, du silence soudain lorsque personne ne l'avait corrigé, de la façon dont la lampe avait brûlé par la suite, trop brillante, trop insistante, et plus tard, du moment où elle l'avait laissé brûler faiblement et avait découvert que l'obscurité ne la détruisait pas. C'était là, pensait mademoiselle Marple, la véritable conséquence. Tard dans la soirée, elle vit une petite lumière apparaître à nouveau à la fenêtre de Lamp Cottage. Pas la vieille lampe, mais une modeste lampe de table, dont l'abat-jour était pâle et sans prétention. Elle brilla brièvement, puis s'éteignait. Mademoiselle Marple sourit intérieurement. La lumière, réfléchit-elle, n'était pas une arme. Ce n'était pas non plus une protection. C'était simplement un choix, et les choix, une fois faits honnêtement, avaient le pouvoir de rétablir l'équilibre. Elle se remit à tricoter. Le village était calme autour d'elle. L'affaire n'était pas terminée par un triomphe, mais par la compréhension. St. Mary Mead avait retrouvé son équilibre, modifié mais intact. L'écho moral persistait, doux mais indéniable, dans les espaces que les gens ne se précipitaient plus pour remplir. La lampe de la veuve ne brûlerait plus à minuit. Et c'était ainsi, mademoiselle Marple le savait, que le village perdurerait.